Il est décidé que Vernet sera chargé de peindre tous les ports de France. Il sera honoré du titre de peintre des marines de votre majesté. Cette commande à Claude Vernet est extraite du journal des décisions du roi Louis XV, à la date du 27 septembre 1753. Pour résultat de cette demande, une série de 15 peintures des ports de France, exécutées de 1754 à 1765. Parmi eux, une œuvre, intitulée Vue d'une partie du port de la ville de Bordeaux, prise du côté des Salinières. Cette toile est datée de l'année 1758. Il s'agit d'une peinture à l'huile d'une longueur de 2,63 m et d'une hauteur de 1,65 m. Ce tableau appartient au style dit de marine. Les combats navals et les vues de port sont les thèmes les plus fréquents de ce style pictural. Considérée dans une approche politique, la peinture de marine fut un instrument utilisé par le pouvoir pour se mettre en scène, positionner la France comme une nation maritime, illustrer la grandeur du pays dans ses réussites et ses progrès, notamment face aux grandes puissances navales de l'époque, avec comme principal protagoniste le Royaume-Uni. Notre peintre s'est placé sur la rive gauche de la Garonne pour réaliser cette peinture, vers l'actuel quai des Salinières qui n'est à l'époque qu'une grève sur laquelle la marée monte et servant de premier plan à notre œuvre. Une grève étant un espace d'échouage fait de sable et de gravier. Notre large fleuve permettant la navigation, ici à son embouchure, tient un rôle prépondérant dans l'image nous étant envoyée par ce tableau. La grande diagonale et les lignes de vue sont ici très bien employées et donnent une vraie géographie au tableau, fait primordial dans la composition d'une œuvre picturale. Ces éléments orientent naturellement notre regard vers des points précis, permettant donc à la fois de diviser le tableau, mais aussi de lui donner une âme. En nous focalisant sur la Garonne, nous pouvons directement remarquer la double dimension de ce port, à la fois maritime et fluvial. La dimension maritime est représentée par la présence de navires de guerre et de navires marchands couvrant un total de 7 bâtiments prévus par la haute mer. Pour en revenir à nos dimensions, appuyons le fait que la dimension fluviale est ici caractérisée par la présence de nombreuses embarcations, réparties sur l'ensemble du fleuve et accostées sur la grève du port de Bordeaux. Cette dimension fluviale nous rappelle l'importance des actions locales ainsi que de l'arrière-pays de Bordeaux dans l'économie de celle-ci. On retrouve d'ailleurs sur le tableau des embarcations locales. Un de ces deux types est typiquement bordelais et a pour nom Filadière. Près de la grève, nous pouvons voir une grande barque chargée de futailles. Il s'agit d'un autre type d'embarcation nommé Kourou. Elle sert au transport fluvial en amont et en aval avec le haut pays, c'est-à-dire vers les terres traversées par la Garonne jusqu'aux Pyrénées. Notons qu'à son embouchure se jetant dans l'Atlantique, la Garonne, et donc également le port de Bordeaux, se trouve particulièrement proche du fleuve de la Dordogne, permettant ainsi des flux commerciaux étroits avec les provinces plus au nord. Parmi les produits les plus communs affluant vers le port de Bordeaux, nous pouvons évoquer certains alcools et d'autres produits locaux. La présence de nombreux barriques et tonneaux qui attendent d'être embarqués sur les navires étrangers rappelle que l'exportation du vin à destination d'une grande partie de l'Europe était à l'origine la principale activité économique du port. Pourtant, le commerce de Bordeaux se métamorphose au XVIIIe siècle, laissant place à un commerce colonial. L'arrière-plan, composé essentiellement du ciel, occupant une place étonnante, avec une lumière provenant de la gauche du tableau éclairant le fleuve, ne manque pas de nous faire rêver sur ces terres lointaines. Il fait probablement aussi référence à la grandeur de Dieu. Les échanges avec les colonies représentent alors la moitié de l'activité du port et prennent le pas sur le commerce du vin. Bordeaux connaît la plus forte croissance des ports français. Le commerce colonial bordelais tourne principalement autour d'un commerce binaire. En effet, la richesse de son arrière-pays, déjà évoquée, lui permet de se focaliser sur des exportations à l'étranger. Parallèlement à ces événements, la flotte marchande se développe, évidemment. Les Antilles étaient la première destination des navires marchands en partance du port de Bordeaux, dominant de loin les expéditions vers la Nouvelle-France, en Amérique du Nord. Les denrées coloniales les plus communes ramenées des colonies étaient le sucre, le café, l'indigo et le coton. C'est donc par le port de Bordeaux que les produits importés des colonies sont distribués dans toute l'Europe. Les Hollandais restent malgré tout les étrangers les plus demandeurs. En effet, leurs navires viennent y charger du sucre nécessaire à l'alimentation des raffineries d'Amsterdam et de Hambourg. Le type de commerce pratiqué par les navires bordelais est donc en marge des pratiques commerciales maritimes de l'époque et plus sécuritaire. En effet, le port de Bordeaux repose très peu sur le commerce triangulaire, contrairement à d'autres grands ports français de l'époque comme celui de Nantes. Forme de négoce plus dangereuse en raison d'expéditions résultant d'un détour obligatoire vers l'Afrique noire. Non seulement la forme de commerce majoritaire entrepris par les navires bordelais est moins dangereuse, mais aussi moins longue, raccourcissant de plusieurs mois la durée d'un voyage aller-retour, pouvant parfois durer plus d'une année, augmentant ainsi la cadence des voyages entrepris. Malgré tout, les marchands bordelais prennent quand même des risques dans le cadre du commerce binaire.
Les navires marchands vont devoir s'armer pour être capables de se défendre face aux attaques incessantes de nombreux corsaires à la solde d'une grande puissance européenne ou encore de pirates. Les routes commerciales maritimes ne sont pas sûres, aux dépens des efforts entrepris par la Royale, surnom donné à la marine royale française, visible sur notre tableau, ou encore des corsaires au service du roi de France. Cette situation de temps de paix pouvait être grandement aggravée en temps de guerre. En effet, couper un pays dépendant du commerce maritime et du commerce colonial de ses économies pouvait s'avérer comme un avantage majeur afin de prendre l'ascendant dans un conflit. Non seulement la fortune permet à nos marchands bordelais d'armer leurs navires, mais également d'investir dans les terres coloniales. Quoi qu'il en soit, tout ce profit généré par la négoce permet non seulement au port de Bordeaux de se développer, mais profite également à la ville du même nom. La réussite du négoce bordelais vit sa transposition dans l'architecture de la ville. Plus que jamais devenu un espace de richesse et de luxe affiché, la transformation urbaine fut facilitée par l'administration de l'État royal. Durant tout le XVIIIe siècle, la ville de Bordeaux connaît de formidables travaux de modernisation. D'une cité aux rues étroites et tortueuses, entourée de marais, les intendants successifs en font l'une des plus belles villes du royaume. Parmi les différents bâtiments représentés à gauche de notre toile, observons l'hôtel des Fermes, bordant la majestueuse place royale, joyeux du nouveau Bordeaux. Une statue équestre du roi Louis XV fut placée en son centre, tournée vers la mer, tout un symbole. Derrière s'étend le faubourg des Chartons, qui connaît alors son heure de gloire, puisque c'est là que la haute société bordelaise édifie ses plus beaux hôtels particuliers ou ses grandes demeures. Plus loin sur le tableau, Vernet a représenté le château Trompette. Ce bâtiment fut à l'origine construit pour protéger le port et sa ville d'une potentielle offensive, et surtout pour contrôler la ville reconquise aux Anglais en 1453. C'est un des symboles de l'autorité royale à Bordeaux. Il est important de noter que la greffe du port est en pleine mutation, démontrant ainsi le manque d'infrastructures dans les ports français au XVIIIe. On remarque une augmentation quantitative et qualitative des acteurs de la ville de Bordeaux durant le siècle des Lumières. En effet, la ville comptait 55 000 habitants à la fin du règne de Louis XIV, mais en 1750, elle comprend environ 65 000 âmes. L'augmentation de la population se traduit par deux facteurs. Tout d'abord, un recul général de la mortalité et surtout une importante immigration. Sur le tableau de Claude, on retrouve d'ailleurs différentes classes de personnes. Pourtant, il est important de relativiser. Il existe à Bordeaux des mendiants et des pauvres. À Bordeaux, la pauvreté côtoie la richesse. Le tableau de Vernet nous permet de découvrir la situation de Bordeaux en 1753 selon sa vision d'artiste et dans le cadre de sa mission de peintre des marines. Cette œuvre met en avant la richesse d'un port à la façade atlantique et en pleine mutation. Ce tableau a servi le pouvoir du roi, qui peut ainsi témoigner de la grandeur et de la magnificence de son royaume, dans un climat de rivalité avec les grandes puissances navales européennes et notamment la Royal Navy britannique.